Salut les jeux de cycle dynamique, vous avez été nombreux à me demander de mettre la Masterclass 4 sur la puissance et le CDA en ligne sur YouTube. Eh bien la voilà. Cette vidéo a déjà été diffusée sur Twitch il y a à peu près un mois et j'espère qu'elle vous plaira ici également sur YouTube. Allez, c'est parti. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, que point de Zwift, point de Saverfest, point d'applications qui font mal aux jambes. Aujourd'hui, c'est récupération et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc bon, ça change un petit peu de l'ordinaire pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Vous savez que les masterclass sont amenées à revenir au fur et à mesure. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi celle-ci va bien pouvoir nous parler. Et je me suis dit, il n'y a pas si longtemps, que j'aimerais beaucoup faire une vidéo, enfin une masterclass telle que celle-ci. Donc c'est un petit cours en fait finalement sur la performance en contre-la-montre, enfin la performance en vélo en général, et un élément important dans la performance, sautant contre la montre, qui est l'aérodynamique. Et pour ça, on va refaire un cours basique de physique, d'abord un peu niveau troisième, pas très compliqué, pour vous expliquer un petit peu sur quels éléments on peut influer pour améliorer sa performance en contre-la-montre. Et je vais vous expliquer en fait les principes physiques qui sous-tendent cette quête de la position aérodynamique. Vous allez comprendre un petit peu plus en détail. Ok, et bien écoutez, bienvenue dans ce stream, bienvenue sur la masterclass numéro 4. Il me semble que c'est la numéro 4, je suis pas certain, je crois que c'est peut-être la numéro 3, je sais plus. Bref, c'est la masterclass numéro 4, c'est écrit donc c'est vrai. Ça s'appelle, le sous-titre que je vais donner c'est Puissance et CDA, mais je pense que si je devais donner un vrai titre de cours, je l'appellerais Performance et aérodynamique, le cas du contre-la-montre de béton basoche. Voilà, donc je vais vous expliquer, déjà je vais vous faire un petit cours de physique sur quelles sont les forces qui s'appliquent sur le cycliste quand il se déplace et quand il est en translation constante, en accélération, etc. On va regarder un petit peu toutes ces forces, on va regarder un petit peu toutes les coutures, on va se demander qu'est-ce qui se passe quand on accélère, qu'est-ce qui se passe quand on va vite. Et on va essayer de se rendre compte quelles sont les forces contre lesquelles il faut lutter pour aller plus vite. Ok, donc ça on va le comprendre. Et on va analyser un indicateur de performance qui s'appelle CDA, que vous connaissez peut-être déjà. Et on va le décortiquer pour le comprendre de quoi il est composé et comprendre ce à quoi ça correspond dans la vraie vie, sur un vélo. Et donc on va prendre plein d'exemples, je vais vous donner plein d'exemples, plein de références intéressantes. Et dernier point, on va appliquer ce qu'on a appris sur le CDA, sur comment améliorer son aérodynamisme, à un cas pratique qui est un des contre-la-montre que j'ai couru et on va pouvoir regarder les positions des coureurs et les comparer avec leur performance en vitesse moyenne et leur puissance développée. Parce que je suis tellement une fouine que j'ai réussi à trouver la puissance des mecs sur Strava et toutes les photos de leur position vue de côté. Donc ça va être vraiment génial, on va vraiment kiffer. Et on va pouvoir vérifier du coup quelles sont, enfin finalement, l'influence réelle qu'a la position sur la performance. Donc ça va vraiment être top. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo et d'ailleurs j'ai travaillé toute la nuit, pas la nuit dernière mais la nuit d'avant pour la terminer jusqu'à genre 3h du matin. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je l'ai présenté à Marie qui a trouvé ça un peu compliqué mais elle a bien aimé la fin. Donc ça c'est le principal. Quoi qu'il en soit, on va commencer la masterclass. Ça commence par un petit cours de physique. Alors, si ça veut bien marcher, voilà, paf. Donc du coup, on va regarder un petit peu les forces qui s'appliquent sur le coureur et le vélo. Donc on va appeler ça le système coureur-vélo. Et on va regarder chacune de ces forces et les contempler. Et se demander quelles sont les forces qu'il faut combattre pour faire en sorte que le cycliste aille plus vite. Donc, on va faire un diagramme de force. Donc on va faire un diagramme de force, ou force diagram pour les anglophones. Donc on va globalement découper, essayer de se rendre compte quelles sont les forces qui s'appliquent sur notre cycliste à un instant T. Donc déjà, on va regarder ce qui se passe comme quelles sont les forces qui s'appliquent sur lui à l'arrêt, pour commencer. Donc, je vous présente Baptiste, Baptiste le cycliste, voilà. Donc, on va l'appeler Baptiste, ça rime en fait, je choisis Baptiste parce que ça rime. Du coup, on va regarder les forces qui s'appliquent sur lui à l'arrêt. À l'arrêt, il y a globalement deux forces qui s'appliquent sur lui. La première force qui s'appelle le poids, donc qui s'appliquent du coup en ces deux points là, donc les points de contact, la roue arrière et la roue avant. Si on voulait vraiment être pointilleux, on a fait la remarque. En réalité, il y a plus de poids qui est appliqué sur la roue arrière parce qu'on est assis sur la roue arrière. Donc, en gros, ce qu'on appelle le centrage fait qu'on a plus de poids qui s'applique sur la roue arrière. Mais là, j'ai représenté le poids comme deux composantes égales.
Globalement, donc, le poids, c'est ces deux composantes-là avec vecteur P, le poids, ok, très bien, dans ces deux points, la roue arrière et la roue avant. Si jamais il ne s'appliquait que le poids à l'arrêt, bah, il y aurait un problème parce qu'il s'écraserait dans le sol, enfin en gros il serait en chute libre constante s'il n'appliquait que le poids. Du coup il y a une autre force qui s'applique sur le cycliste et qui s'oppose au poids qu'on appelle la réaction normale. Donc elle s'oppose au poids directement, en gros c'est une force de même valeur, et même direction mais de sens opposé. Donc, pour ça qu'on fait de la physique, vous allez comprendre globalement, voilà, il y a une force qui s'oppose, le poids, la réaction normale. Ok, donc ça c'est ce qui se passe à l'arrêt. Donc il y a le poids du cycliste et la réaction normale. On va regarder maintenant ce qui se passe en translation constante. Donc translation constante, c'est la manière un petit peu pompeuse de dire Baptiste se déplace à vitesse constante et on va dire qu'il roule tranquille. Ok. Donc on a toujours nos deux forces qui s'appliquent, le poids et la réaction normale, mais il y en a quelques autres. Il y a la force de propulsion. Donc pour faire simple, je ne voulais pas faire compliqué, ça s'applique au point de contact de la roue arrière et ça propulse Baptiste vers l'avant. On va dire globalement que c'est le long d'un axe horizontal. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a de la force qui est appliquée sur le pédalier, qui ensuite se transmet à la roue. Et après, en gros, cette force, elle est liée au couple et à la rotation de la roue, bref. Donc ensuite, la force de propulsion, elle a un coût au niveau... Parce que en fait, la force de propulsion, c'est une force de friction, mais elle a un coût qui s'appelle la résistance au roulement, donc qui s'applique roue avant et roue arrière. Bon, là également, il y a plus de résistance au roulement qui s'applique à l'arrière qu'à l'avant, parce que c'est cette roue-là qui entraîne le mouvement du cycliste. Et dernière force qui s'applique quand on est en mouvement, c'est la force aérodynamique. Donc là que j'ai mis globalement, qui s'applique au niveau du coureur, parce que c'est lui qui, entre guillemets, génère le plus de résistance aérodynamique, mais ça s'applique à peu près partout. Voilà, par petites touches, entre guillemets. Donc globalement, celle qui nous intéresse, que je vais garder ici en couleur, ce sont la force de propulsion, la force de résistance au roulement et la force aérodynamique. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, toutes ces forces-là, quand on est à vitesse constante, eh bien, elles s'annulent. On va avoir la force de propulsion qui va être égale à la somme de la force aérodynamique et de la résistance au roulement. On va regarder maintenant ce qui se passe quand on est en translation constante, mais à vitesse plus élevée. À vitesse plus élevée, Baptiste on accélère, boum, la force de propulsion, elle augmente. Et tant que Baptiste accélère, on va avoir la force de propulsion qui va être plus grande que la somme de la force aérodynamique et de la force de résistance au roulement. Okay, sauf que ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de l'accélération, au moment où jusqu'à ce qu'on arrive à une vitesse dite apogée, la vitesse de croisière, eh bien, voilà, on va arriver à la puissance cible, on maintient jusqu'au bout tranquille. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'une fois encore, les forces vont s'annuler. Et ce qu'on sait, c'est que la force aérodynamique croît plus que la force de résistance au roulement, globalement. Parce que, pour la faire simple, la résistance au roulement est une force qui est proportionnelle à la vitesse. Donc on va avoir un facteur de dimension 1, si je ne me trompe pas. Alors que la force aérodynamique, elle varie avec le carré de la vitesse. Du coup, pour une variation V de la force de propulsion, on va avoir une variation V carré de la force aérodynamique. Vous me suivez? Ce qui veut dire que finalement, la force qui s'est le plus accrue avec l'accélération de Baptiste, c'est la force aérodynamique. Ok? Donc ce que ça veut dire, c'est que sur un parcours plat, avec l'augmentation de la vitesse, la force résistive qui va le plus nous emmerder, ok, c'est la force aérodynamique. Donc c'est elle à laquelle il va falloir s'intéresser pour comprendre eh bien, comment est-ce qu'on améliore la performance. Donc en fait, pour aller plus vite, il faut limiter cette force aérodynamique. Bon, jusque-là, il n'y a rien de trop compliqué. La suite n'est pas plus compliquée, mais ça va devenir, vous allez voir, de plus en plus intéressant et de moins en moins théorique. Du coup, pour limiter FA, la force aérodynamique, on va se poser la question de comment est-ce qu'on l'exprime. Eh bien, pour l'exprimer, il y a des gens très intelligents qui ont devisé une formule qui est la formule de la force aérodynamique. Et cette formule, elle se lit comme suit. Donc FA, c'est 1 demi de rho SV carré CX. Ok? Donc là-dedans, si je ne me trompe pas, normalement, 1 demi de rho SV carré CX, ça. 1 demi, la moitié, c'est une constante, globalement, c'est voilà, tranquille. Rho, c'est une constante qu'on appelle la masse volumique de l'air, en l'occurrence du fluide dans lequel on se déplace.
S, c'est la surface de l'objet en mouvement. V, c'est la vitesse de l'objet qu'on élève au carré. Et Cx, c'est le coefficient de traînée de l'objet. Ok? Du coup, on va avoir, si je reprends rapidement, ça je vous l'ai dit, hein, la force aérodynamique, ρ, la masse volumique, qui est une constante, S, la surface frontale de l'objet, V, la vitesse de l'objet. Donc la vitesse, c'est un élément qu'on cherche à optimiser, donc on va le considérer comme un paramètre, comme une constante également, et Cx, le coefficient de traînée de l'objet. Du coup, les deux éléments que l'on peut effectivement optimiser, puisque 1,5, bon bref, c'est un nombre, ρ, c'est une constante, enfin on estime que c'est une constante, hein, le temps que le bonhomme se déplace, et V, c'est l'élément à optimiser, eh bien, c'est l'élément pour lequel on optimise, eh bien, on va chercher, nous, à avoir une influence sur cette valeur-là, S fois Cx. C'est ça finalement la clé de la réduction de la résistance aérodynamique, c'est S, la surface de l'objet qui se déplace, et Cx, qu'on appelle son coefficient de traînée. Sauf que bon, SCX, vous n'en avez jamais entendu parler, vous ne connaissez pas ce bonhomme-là. Eh bien, ce qui est cool, c'est que vous l'avez probablement déjà vu, mais sous un autre nom. Sous un autre nom anglo-saxon, qui s'appelle CDA. En fait, CDA, eh bien, c'est exactement cette partie-là, donc SCX, pardon, excusez-moi, c'est CDA, c'est SCX, mais sauf que c'est dit en anglais. CD, c'est coefficient of drag ou drag coefficient, le coefficient de traînée, qu'on appelle également en français CX. Et A, c'est area pour surface. Donc en fait, tout simplement, CDA, ça veut dire coefficient de traînée multiplié par la surface, ce qui est exactement notre SCX. Voilà. Donc globalement, l'élément sur lequel on peut influer pour réduire la résistance de l'air lorsqu'on se déplace à vélo, c'est CDA. SCX, on appelle voilà, coefficient de traînée multiplié par l'air. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière CD, ce qu'il y a derrière A, pour qu'on puisse, comment dire, établir des bonnes pratiques pour réduire la résistance qu'on oppose à l'air. Donc ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder chacun des éléments de CDA, donc CD et A, pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir une influence sur l'un puis sur l'autre. Alors comment on influence son CDA? On peut influencer soit CD, soit A. Donc soit le coefficient de traînée, soit la surface frontale. Ok? Donc influencer sa coefficient de traînée ou influencer sa surface frontale. J'ai fait l'introduction dans l'introduction. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est que CD pour commencer, parce que c'est un peu le truc le plus obscur, CD en fait. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Déjà pour commencer, il faut se dire que CD, c'est une valeur sans unité. Vous allez me dire, sans unité, du coup c'est quoi? C'est un coefficient, en gros c'est un nombre qui multiplie un autre nombre. Et ce truc-là va varier en fonction de la forme de l'objet, de la surface de l'objet, et va influencer l'écoulement de l'air autour de l'objet. Voilà, tout simplement. En gros, disons que, imaginez ce téléphone, voilà, vous voyez c'est un iPhone. Imaginons que l'air se déplace de ce côté-là vers ce côté-là. Eh bien, pour que l'écoulement de l'air puisse se faire, quand il arrive à l'avant du téléphone, il va y avoir un point où l'air va devoir passer soit au-dessus, soit en dessous. Et cet écoulement, du coup, va devoir changer de direction, comme ça, chac, et va se faire autour du téléphone. Et plus l'objet qui oppose de la résistance à l'air va perturber l'écoulement de l'air, plus le coefficient de traînée va être élevé. Et ça, je vais vous montrer au travers d'un petit diagramme qui va expliquer différents CDA en fonction de la forme de l'objet. Alors du coup, je vais vous expliquer rapidement avec le téléphone, je vais vous expliquer maintenant avec des images, avec une explication, où en gros, on va comparer ensemble des CD connus. Du coup, on va regarder, donc, par exemple, la sphère a un CD de 0,47. Et quand on regarde un cube, il a un CD de 1,05, ce qui veut dire que le coefficient de traînée du cube est plus élevé que le coefficient de traînée de la sphère, parce que le cube perturbe plus volontiers l'écoulement de l'air autour de lui que la sphère. Donc, il vaut mieux, quand on est cycliste, avoir
plutôt avoir un coefficient de traînée qui se rapproche de celui de la sphère que celui du cube. D'ailleurs, on le voit ici, le cube, c'est lui qui a le coefficient de traînée le plus élevé. Et quand on le compare avec le coefficient de traînée de cette magnifique profil, ce profil profilé, eh bien, il est beaucoup plus, enfin, ce coefficient de traînée du profil profilé, il est beaucoup plus faible que celui du cube. Et d'ailleurs, si on devait montrer dans soit avec de la CFD, soit avec comment est-ce qu'on appelle ça, une soufflerie, on mettrait un cube avec la soufflerie, on verrait que l'écoulement de l'air devient turbulent au-dessus du cube, bref, c'est le bordel, et par conséquent, ça crée énormément de traînée, alors que pour un objet profilé, on va avoir un écoulement de l'air qui va gentiment accélérer au-dessus, accélérer en dessous, et se réunir après le passage de l'objet, ce qui fait que finalement, l'écoulement de l'air est très peu perturbé. Par conséquent, le coefficient de traînée de l'objet considéré est beaucoup plus faible. Ok, la forme de goutte, ça tue. Du coup, idéalement, il faudrait que tous on ait une forme de goutte sur le vélo pour aller plus vite. Du coup, je vais conclure rapidement. Pour influencer CD positivement, donc enfin plutôt vers le bas, pour avoir un impact positif sur notre performance, il faut adopter une forme qui perturbe le moins possible l'écoulement de l'air, très simplement. Donc, idéalement, passer du cube à la forme profilée. Ok ? Et ça, on le faisait super bien au grand moment de l'époque industrielle, les années 30, à l'époque où ils cherchaient à faire des records de vitesse avec des bagnoles. Donc ça, c'est une Mercedes-Benz des années 30, où ils commençaient à comprendre l'aérodynamique, et puis ils foutaient des formes profilées partout pour essayer d'avoir la meilleure pénétration dans l'air. Avec cette bagnole, je crois qu'ils sont allés à peut-être 400 ou 500 km/h, je crois. Et c'était vraiment le state of the art à l'époque en termes d'aérodynamique. Appliquons ça à un cycliste méconnu. Alors voilà, je ne connais pas ce cycliste. Du coup, on va regarder un petit peu qu'est-ce que fait ce cycliste inconnu, pour améliorer son CD. Donc là, ce à quoi on s'intéresse, c'est uniquement la forme et la surface. Du coup, Philippe Ogana, donc on dévoile l'identité de ce coureur qui s'appelle Philippe Ogana, qu'est-ce qui fait finalement qu'il a tout juste en termes de CD? Alors, sa position donne une forme globale qu'on pourrait qualifier d'ovoïde. On la voit là, la goutte d'eau. Voilà. Donc, en fait, grâce à cette forme ovoïde, donc avec le casque qui est arrondi et son dos qui fait une forme de goutte d'eau, eh bien, on a une position qui est bonne pour optimiser le CD uniquement. Ok ? Ensuite, sa combinaison, elle a une surface lisse ou spécifiquement texturée pour favoriser l'écoulement de l'air. Donc ça, ce qui est super important sur les contre-la-montre, c'est d'avoir un habit qui est très, qui épouse extrêmement, de manière extrêmement serrée, de manière extrêmement, proche du corps, le corps du coureur. Donc là, c'est typiquement ce qui est l'effet recherché avec ces combinaisons. C'est pour ça que les coureurs de contre-la-montre ont des combinaisons contre-la-montre, qu'il n'y a pas de poche, tu vois. Tous ces trucs-là contribuent à l'amélioration globale du CD. Donc il y a un autre truc que j'ai pas cité, mais qui fait partie un petit peu de ces considérations-là, c'est la poche à dossard. Vous savez, en général, quand on fait une compétition cycliste, on a un dossard qu'on met avec des épingles et tout, bref. Et là, sur les contre-la-montre, on ne met pas d'épingles. No pins. D'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle No Pins. En gros, il n'y a pas d'épingle, soit on colle le dossard, soit on le met dans une poche à dossard qui est intégrée à la combinaison, ce qui fait qu'il n'y a rien pour venir perturber le coefficient de traînée du coureur. Donc au maximum, on cherche à avoir du près du corps, rien qui dépasse. D'ailleurs, très souvent, les coureurs contre la montre, pour des questions de sensation, mais aussi pour des questions d'aérodynamique, ne portent pas de gants, parce qu'il n'y a pas de surface qui viendrait perturber l'écoulement de l'air. Et également, naturellement, pour garder une forme homogène, un raccord minimal entre le casque et les épaules pour ne pas perturber le flux d'air. Ok ? Donc jusque là, on en est à ce qu'il faut faire pour... Ah non, c'est pas terminé encore. Donc ça c'est capital pour ne pas perturber le flux d'air. Et si vous avez vu récemment des images de poursuite ou les images d'Alex Dowsett dans le contre-la-montre des mondiaux, vous allez voir qu'il porte parfois un casque un peu étonnant qui s'appelle le POC Tempor et qui a une espèce de... Ça ressemble un petit peu à un casque de Stormtrooper. Il a une espèce de collerette comme ça
qui fait la jointure, le raccord entre la partie bombée du casque et les épaules, le haut des épaules du coureur. Je vous en montrerai un exemplaire tout à l'heure quand on s'attachera à la question de la surface frontale. Ok, effectivement du coup le but c'est d'avoir une forme de goutte le plus possible. Donc, ça c'est pour influencer CD. Il y a un dernier point important, donc qui est peut-être un peu moins important que le reste, mais qui reste important quand même pour améliorer le CD du système coureur vélo. Naturellement, l'utilisation de roues et de tubes profilés. Tout ça contribue à l'obtention d'un CD, d'un coefficient de traînée plus faible. Alors c'est naturellement pour cette raison, notamment, que l'on utilise des roues à disque à l'arrière, des roues profilées à l'avant et des tubes profilés sur les vélos de contre-la-montre. Donc là par exemple, ce qu'on voit vachement bien ici, c'est naturellement cette grosse roue lenticulaire. On voit ici le raccord, et vous voyez probablement ma souris, on voit ici le raccord qui est fait entre le tube de selle et la roue, hein, avec un raccord avec une tolérance extrêmement faible, et à l'avant, la roue profilée. Voilà, donc voilà ce qu'il faut entre guillemets faire pour influencer son CD à la baisse et améliorer naturellement, mécaniquement, son CDA. Parce que là, on a vu comment on influençait CD, on va maintenant voir comment on influence A. A qui est, je vous le rappelle, la surface frontale qu'oppose le coureur à l'air lorsqu'il se déplace dedans. Du coup, influencer A vers le bas, il faut opposer à l'air la surface frontale la plus petite possible. Du coup, se faire le plus petit possible face à l'air. Ok, alors pour ça, j'ai trouvé une photo de face d'un cycliste sur route sur le haut du cintre et on va la comparer à la position de face d'un cycliste en position de contre-la-montre. Et là, vous allez comprendre en fait pourquoi et surtout comment le cycliste en position de contre-la-montre, eh bien, il a du coup une meilleure pénétration dans l'air parce qu'il oppose moins de surface que le cycliste sur route sur le haut du cintre. Donc je trouve que ces images que j'ai, d'ailleurs, franchement, aucun mérite, j'ai trouvé sur internet, mais ces images vous montrent vraiment, mais genre de manière extrêmement visible, en quoi finalement le CDA du cycliste contre la montre va être meilleur grâce à sa surface frontale qui est moindre. Du coup, je vais trouver une photographie d'un coureur, donc ça c'est un coureur de l'équipe Hub Wattbike, qui porte d'ailleurs le casque dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle le POC Tempor, et lui, pour le coup, il a bien compris le brief, hein, il a compris, pour influencer sa surface frontale, ce qu'il faut faire. Il a super bien compris ce mec-là. Donc je vais vous expliquer les éléments qui, sur cette photo, montrent qu'il y a vraiment une recherche de la réduction de la surface frontale chez ce coureur. Du coup, il a une faible corpulence globale. Donc ça, c'est ce qu'on disait quand on parlait d'épaules, en fait, hein, le fait d'avoir des épaules plutôt étroites et d'être capable de les rentrer, hein, finalement d'avoir une largeur d'épaule moindre, ça permet d'avoir une surface frontale plus faible. C'est pour ça que beaucoup de coureurs contre la montre ont plutôt un haut du corps fin. Ensuite, premier truc sur lequel vous pouvez avoir une influence et qui est simple à mettre en place pour tout le monde, c'est de serrer mains et avant-bras autant qu'il est possible, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir respirer. Du coup, le serrage des mains et le serrage des avant-bras, c'est important pour réduire la surface frontale. Ensuite, la tête doit être dans l'alignement du dos, hein, idéalement. Disons qu'en général, ce qu'on dit quand on suit un coureur contre la montre, ce qu'on cherche à faire et à donner comme indication, c'est de rentrer la tête. En général, quand de derrière on ne voit pas la tête du coureur, ça veut dire que le contre-la-montre normalement devrait bien se passer parce que la tête ne prend pas d'air et n'oppose pas de résistance. Et dernier point sur lequel on peut avoir une influence pour réduire la surface frontale, c'est de rentrer les épaules derrière les oreilles. En anglais, on parle de turtling, c'est de faire la tortue. En gros, on a les bras comme ça, et on rentre la tête comme ça, et on rentre les épaules comme ça. Donc on a les épaules qui viennent derrière les oreilles, presque on touche les lobes des oreilles avec les épaules, pour avoir une plus faible surface frontale. Donc avec toutes ces astuces, on peut réduire la surface frontale et du coup influencer le CDA pour améliorer sa performance pour la même puissance, pour une puissance donnée. Du coup, on va faire une petite conclusion globale. Finalement, pour améliorer CDA, on a deux manières. Il faut avoir la bonne forme pour ne pas perturber le flux d'air, donc position allongée. Le bon textile pour justement pas avoir de maillot qui flotte, etc. Un cadre aéro et des roues aéro, tout ça contribue à l'amélioration du coefficient de traînée. Deuxième point, il faut avoir une surface frontale faible, donc être mince du haut du corps éventuellement si on le peut, hein. Avoir une bonne position des mains comme ça, une bonne position de la tête comme ça,
et rentrer les épaules, comme ça. Voilà, donc en gros, au global, on doit avoir une position qui favorise la réduction de la surface frontale. Et cette forme allongée, en forme de goutte d'eau, si vous voulez. Le cas pratique, c'est le chrono toute catégorie de béton basage qui a été couru le 1er août 2020, qui a mis aux prises à peu près presque 100 coureurs. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler que de moi. Vous allez pouvoir avoir une idée des puissances développées par les autres coureurs et des positions qu'ils ont adoptées. On va pouvoir comparer puissance, position, performance pour essayer de comprendre un petit peu, bien, mettre en pratique tous les enseignements qu'on a balayés depuis le début de la présentation. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'en ai fait une vidéo, hein, la vidéo le pédalier to power en conditions réelles au chrono de béton basoche. Et du coup, ce qui est bien, c'est comme c'est un parcours plat, on va pouvoir voir à quel point la position aérodynamique va influencer la performance quasiment plus que la puissance développée. Enfin, vous allez voir, c'est ahurissant. On va pouvoir voir tout comparer et tout. Donc globalement, il est plus ou moins plat, il y a des faux plats, il n'y a pas de boss, quoi. C'est vraiment que du faux plat, de la redescente, du faux plat, de la redescente. On va regarder d'abord le vainqueur, parce que bon, il faut faire honneur au vainqueur. Le vainqueur, c'est Sébastien Avaux. Il a développé 373 watts pendant 18 minutes 08 à une vitesse moyenne de presque 48 km/h. Donc, franchement, chapeau, bravo. Donc, il faut aussi savoir que je crois que c'est lui qui a, c'est pas lui qui a fait la meilleure puissance, mais presque. Il est deuxième, je crois, la deuxième meilleure puissance développée. Et grâce à cette puissance et cette position, et surtout la bonne gestion de l'effort, il réussit à emporter la victoire à presque 48 km/h de moyenne. Donc, on va regarder en détail sa position un petit peu. Donc, lui, ce qu'il a choisi, c'est d'avoir, certes, la tête qui dépasse un petit peu, mais d'avoir un casque qui épouse bien la transition qu'il y a entre sa tête, son cou et son dos. Et ça marche. Pareil, mais au niveau des coudes, il a vraiment les coudes serrés l'un contre l'autre. Il réussit à avoir les coudes qui touchent l'un à l'autre, ce qui marche vachement bien. En revanche, niveau épaules, on peut faire mieux et on verra des coureurs qui sont mieux débrouillés au niveau des épaules. C'est pas la meilleure position, vous allez voir, mais c'est carrément une position qui gagne. Donc bravo à lui. Ok. Donc ça, c'est le vainqueur. En ce jour, il n'y avait pas trop de vent, mais il a quand même choisi des roues pas trop hautes. Et naturellement, anticulaire pour gagner une course, il faut ça. Et un S-Works voilà. Les S-Works ça gagne les courses. Ok, alors ça, c'est pour Sébastien Avaux, vainqueur de la course. Et on va regarder, donc ce que je vais vous proposer, c'est de regarder ce qui se passe autour d'une puissance donnée. Alors je vais prendre des coureurs dont la puissance développée sur la durée du parcours est similaire. Et vous allez voir que les performances sont très différentes. En fonction, même si la puissance développée est similaire, les performances sont différentes et on va le voir au travers des positions. Alors, donc auto de 350 watts, on va avoir 3 coureurs, j'ai choisi 3 coureurs qui sont autour de 350 watts, Jérémy Roma, 346 watts, Baptiste Didier, 348, et Enzo Palmi, 357. Donc pour vous situer un petit peu, Jérémy Roma 6e, Baptiste Didier dans les 15, Enzo Palmi, premier junior, 2e au scratch. Et vous allez voir que la position changeant, on va avoir des performances outrageusement différentes. Par exemple, ici, avec 357 watts, donc ça représente 9 watts de plus que notre camarade Baptiste, on va avoir une différence de performance qui s'établit à quasiment 1 minute. C'est 3 km/h de moyenne en moins. Tout ça grâce à l'utilisation d'une position qui, elle, pour le coup, a bien compris le principe de la goutte d'eau, hein, puisque on a déjà une position qui de base fonctionne avec ce dos plat, arrondi vers l'arrière, etc. Là, une position de la tête proche des bras, ici, et le bon casque, qui est un Giro Aerohead, qui s'intègre extrêmement bien ici, à la jonction de la tête et des épaules. Là, franchement, là, si tu veux, c'est probablement la meilleure position du contre-la-montre, c'est celle-ci. Il ne gagne pas, mais extrêmement bonne performance, surtout pour la puissance. Il y a quand même, pour vous donner une idée,
entre Sébastien Avaux 18,08 et Enzo Palmi 18,15, il y a seulement 18,13, pardon, il y a seulement 5 secondes de différence. Et pourtant, il y a 20 watts de différence presque. Il y a 18 watts de diff et 5 secondes de diff. Vous voyez le truc? Ils font le même poids les bonhommes, alors il y a des chances parce qu'il il est quand même pas très grand, Sébastien Avaux. Donc c'est le même genre de gabarit, je pense. Le fameux Baptiste le cycliste. C'est peut-être lui Baptiste le cycliste. Alors du coup, à quoi est-ce qu'on pourrait attribuer la différence de temps qu'il y a entre Jérémy et Baptiste? Bon, je sais par exemple que Baptiste il a un peu explosé en vol dans la course. Il était moins bien, il est parti un peu fort, il était un peu moins bien sur la fin. Mais globalement, ce qu'on peut regarder, c'est que la fermeture de l'angle entre la tête et les mains est quand même meilleure chez Jérémy, il me semble. On voit les épaules, on a un peu mieux rentré quand même. Peut-être qu'il y a les épaules plus fines aussi, ça pourrait jouer. Donc, ce qui est quand même une différence assez majeure quand même de presque 40 secondes entre les deux, pour une puissance enfin, très proche, limite au watt près quoi. Donc je pense que ça pourrait éventuellement être dû à ce rentrage d'épaule, à l'intégration du casque, etc., etc. Après, il y a aussi comment dire, ici c'est un peu particulier parce que je sais par exemple que le niveau gestion de l'effort, Baptiste n'a pas forcément fait une performance de dingue. Donc probablement la gestion de l'effort dans la durée et sur la fin a dû être décisive aussi dans l'établissement de la performance. Donc du coup, on voit bien en tout cas ici que pour une faible différence de watts, on a une différence extrême de performance grâce à la position, notamment en comparant Jérémy et Enzo qui s'établissent à presque 20 secondes, 30 secondes d'écart. Donc ensuite, on va regarder autour de 315 watts. Autour des 315 watts, c'est là où je me trouve moi. On va comparer 3 coureurs, Thibaut Mador, moi-même et Patrick Goupillot. Et là, on va se rendre compte des différences majeures qui existent entre deux positions différentes. Par exemple, rien qu'on compare Thibaut et Patrick, on va avoir une différence de 20 secondes. Et cela même alors que Patrick met 10 watts de plus sur le même parcours. Parce qu'en fait, juste la position de Thibaut est meilleure. Regardez, alors là on a une position qui est encore différente de celle d'Enzo. On n'a pas. Celle d'Enzo, elle est vraiment avec le coude vertical et planté dans le repose-bras. Celle de Thibaut, elle a le coude qui est avancé. En gros, il y a un angle entre l'épaule et le coude. Celle-ci, elle est un poil plus, comment dire, en extension entre les deux. Et ici, ouais, tête et casque font la diff. En gros, là, on a un peu le textbook moderne de la position de chrono avec cet angle-là, là, ici, qui est formé par le coude. Les mains avancées presque en avant de la tête et l'intégration du casque. On voit ici pareil, hein, si on devait tracer une ligne là, on aurait la forme ovoïde x 1000, la goutte d'eau elle est là. Hein. Et ici par exemple, donc là on va regarder, hein, j'ai quasiment la même puissance avec Thibaut, parce qu'il y a un écart de 4 watts, il met moins de watts que moi. Cela dit, sa position à lui est largement meilleure niveau position de tête. Donc typiquement il a la tête plus basse, ce qui permet de mieux l'intégrer dans le prolongement de son dos. Et moi j'ai la tête plus haute, du coup ça dépasse. Et le choix du casque n'est pas excellent, il me faudrait un casque plus bas en fait, moins bulbeux, qui me permet d'avoir une meilleure intégration de ma tête dans le haut du corps. Par exemple, typiquement, ici, avec un casque de ce type là, je pourrais peut-être mieux m'en sortir qu'avec un casque de ce type là. Mon casque me désavantage, oui c'est possible que mon casque me désavantage un petit peu, il faudrait un casque plus bas. Je sais pas si vous avez déjà vu le casque de Victor Campenaerts, lui typiquement il a ce problème là, du coup il a un casque moins bulbeux qui lui donne une meilleure forme globale. Enfin il avait l'an dernier, il avait un casque AJC tout plat l'an dernier, cette année il utilise un Aerohead je crois en plus, je crois qu'il utilise un Giro Aerohead cette année. Et Patrick lui pour le coup, même s'il développe plus de watts, eh bien sa position fait qu'il a un débours de 30 secondes, 25 secondes par rapport à Thibaut. Et ça, c'est probablement dû au fait que sa tête dépasse. Qu'il y a des ajustements qui sont possibles d'être faits sur sa position pour obtenir une performance similaire à celle de Thibaut Mador.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube ainsi que la chaîne Twitch, twitch.tv/jeune cycliste dynamique. Il va y avoir pas mal d'actualités cet hiver pour tout ce qui concerne les techniques de l'entraînement, etc. Du coup, partez pas trop loin et d'ici là, je vous dis allez, ciao!